On va passer en fait à l'étape supérieure, qui est celle de la transplantation. Moi, je suis effectivement président de la Société francophone de transplantation. Je vais surtout m'intéresser à la transplantation rénale, mais il faut savoir que le problème existe aussi pour les autres organes, avec des patients qui arrivent dans les unités en greffe de cœur ou en greffe de foie. Mais bon, pour restreindre un petit peu le propos, on va surtout parler de transplantation rénale. La majorité des patients dont vous venez d'entendre parler, ils ne viennent en France que pour une chose, hein, c'est pour être transplantés, c'est pas pour se faire dialyser en France qui font ce voyage. Je voulais juste vous rappeler le contexte de la greffe rénale en France. Donc ça, c'est les chiffres de 2016. Donc l'insuffisance rénale chronique, vous voyez, c'est à peu près 11 000 nouveaux patients, à peu près 10 000 vont en dialyse. Il y a quelques patients qui ont la chance d'être greffés tout de suite, sans passer par la case dialyse, tout au bout là-bas, 439. Et donc ces 10 000 nouveaux patients, ils vont se rajouter aux patients qui sont déjà en dialyse, et on a une population globale d'à peu près 50 000 patients en permanence dialysés en France. Et chaque année, on est capable de faire à peu près 3000, vous voyez, 3200, 3300 transplantations de reins sur le pool des 50 000. Et finalement, en tout, on a une population, vous voyez, de 37 000 greffés avec un rein fonctionnel qui vivent en France. Donc c'est pour mettre les chiffres dans le contexte, parce qu'on va parler de l'impact des phénomènes migratoires. Vous voyez quand même que les chiffres ici sont très importants. La deuxième information importante, c'est que vous savez qu'on est en pénurie d'organes. Et là, vous voyez en fait ce qui se passe sur les dernières années en France. Vous voyez que on a de plus en plus de candidats à la transplantation, alors que finalement notre capacité à greffer, elle a certes progressé, mais pas du tout en conséquence. Et finalement, il y a un autre chiffre qui peut traduire cette pénurie d'organes, c'est-à-dire qu'actuellement en France, on a un greffon, chaque fois qu'on prélève un greffon, en face on a 5 candidats. Et ça c'est pour le rein. Pour le foie, c'est un greffon pour 2,4 candidats. Et en cœur, c'est un greffon pour à peu près 2 candidats. Donc cette pénurie d'organes, elle existe. Et par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure, il y a quelque chose de très fondamental dans le problème de la migration pour greffe. C'est que certes, on a vu qu'il y avait des problèmes médicaux, des problèmes éventuellement économiques. Là, on touche à un autre problème. C'est-à-dire qu'on va prendre des greffons sur le pool global donc de patients vivant en France, pour des patients qui ne font pas partie de notre communauté. Je ne rentrerai pas dans le problème éthique, mais même les patients dans les centres de dialyse nous en parlent. Le troisième point important dans l'introduction, c'est qu'il y a le coût de l'insuffisance rénale est très important. En gros, dialyser un patient en centre lourd, c'est-à-dire les centres dont on vient de parler là, c'est 80 000 € par an et par patient. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce qui coûte le moins cher dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, c'est la transplantation. Ça coûte 80 000 € la première année, mais après c'est 20 000 € par an. Donc finalement, ces populations, on doit les considérer aussi comme nos populations de dialysés, et ne serait-ce que sur le plan économique, on a intérêt à les transplanter, sans compter bien sûr l'amélioration de leur qualité de vie, de leur espérance de vie, et j'en passe. Alors, dans le reste de mon propos, je vais surtout vous présenter une enquête, parce que finalement, ce qu'on m'avait demandé, c'est d'essayer d'apporter une photographie. Et j'en ai profité pour faire une enquête au sein de la Société francophone de transplantation sur les 32 centres de transplantation rénale adultes en France. Vous voyez que le taux de réponse a été relativement bon, avec pratiquement 24% des 24 centres pour lesquels on a des réponses exploitables. Il y a des biais dans ce que je vais vous montrer sur le plan quantitatif, parce que finalement, je me suis surtout adressé aux centres de transplantation et non pas aux centres de dialyse. Et donc il y a probablement un certain nombre de patients qui sont arrivés dans les centres de dialyse, qui sont passés un petit peu en dehors de nos radars, mais peu importe, ça donne une photographie. Alors la première question, je pense, qui est importante, c'est quel est l'impact de l'arrivée de ces migrants sur la disponibilité des lits de dialyse et sur le mode de fonctionnement des centres. Et ça, la réponse, vous voyez, elle est très claire. 30% des centres nous ont répondu que ça aboutit à la saturation de leur centre de dialyse. Alors ça, c'est le centre de dialyse lourd du CHU. Bien sûr, il y a des tas d'autres centres de dialyse à côté, mais en première ligne, c'est nous qui prenons en charge les malades. Dans 70% des cas, ça pose des problèmes de gestion. Donc vous voyez, entre 30 et 70, on arrive à 100%, c'est-à-dire qu'en gros, nulle part, ça se passe bien. Ou 13%.
Alors, comment sont pris en charge les patients en dialyse dès leur arrivée? Ça, c'est un point très important, parce qu'il y a quelque chose qui, sur le plan médical, est insupportable. C'est ces patients qui arrivent aux urgences, on leur fait une prise de sang, on regarde s'ils ont un potassium élevé, on les examine. Bon, ça va, on les renvoie dans la rue, et puis ils reviennent le jour d'après, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les intégrer d'emblée dans les programmes de dialyse chronique continue. Il nous faut une place 3 fois par semaine. Et vous voyez qu'il y a quand même 22% des centres qui sont obligés de mettre en place cette politique, c'est-à-dire que les patients sont pris en charge de façon totalement aléatoire. Ils viennent comme ça aux urgences, selon les besoins, on les dialyse. Une fois qu'on les a dialysés, on les remet dans la rue, on ne leur donne pas de nouveaux rendez-vous de dialyse, et on attend qu'ils reviennent aux urgences. Dans 22% des cas, simplement, d'emblée, les centres peuvent s'organiser pour mettre les patients en dialyse chronique. Et puis, dans le reste, on passe par la première case, et puis dès qu'on a pu s'organiser, on passe à la deuxième. Alors ça ne dure pas trop longtemps, heureusement. La grande majorité des centres nous ont dit que pour passer de la première à la deuxième case, il fallait à peu près 2 à 3 semaines, mais il y a des centres pour lesquels ça dure plus longtemps. Alors un point, moi, qui me semble très important, c'est la question suivante. Quel est le pourcentage de patients qui arrivent comme ça aux urgences pour un projet de greffe que vous allez hospitaliser immédiatement? Et en fait, ça reflète l'état médical de ces patients. Certes, ce sont des sujets jeunes. Certes, on pourrait avoir l'illusion qu'ils sont en très bon état général et qu'ils viennent que pour la greffe. Mais en fait, ils ont d'énormes pathologies associées, des hépatites, des problèmes cardiovasculaires, etc. Et vous voyez ici que c'est très disparate, bien sûr, en France. Volontairement, je n'ai pas fait une moyenne, je vous ai mis l'intégralité des centres. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de centres qui, pratiquement dans 90% des cas, ou 60% des cas, hospitalisent les malades d'emblée, dès la première découverte aux urgences, en fonction de leur état clinique. Bon, le point noir de tout ça, parce que finalement on s'en sort, le point noir c'est ça, c'est les hébergements pour nos patients. Alors je ne sais pas si il y a des grosses disparités sur le territoire, et si Paris est un peu favorisé. En tout cas, quand on regarde l'enquête sur l'intégralité du territoire, il n'y a simplement que 24% des centres qui peuvent trouver des hébergements dans des délais raisonnables. Et pour 71% des cas, les gens nous ont répondu, ils sont à la rue. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont les morbidités dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui viennent faire une séance de dialyse et qui le soir, on les met dehors, dans la rue, au point que 38%, vous voyez, des médecins, alors qu'il n'y a pas de raison médicale, décident d'hospitaliser les malades pour qu'on ne les remette pas dehors à la fin de la séance de dialyse. Donc ça, c'est sûrement le point très noir de la prise en charge de ces patients-là, c'est le côté social. Alors, une fois qu'ils sont dans leur programme de dialyse, la question qui va se poser, c'est, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de toute façon, ils sont là pour ça, et de toute façon, c'est la logique. Dès lors qu'on a décidé de les prendre en charge en dialyse, il n'y a pas de logique de ne pas les dialyser, de ne pas les transplanter, pardon. Quand allez-vous débuter le bilan pré-greffe? Et donc finalement, on voit qu'il y a dans la tête des médecins, et puis dans l'organisation générale, un espèce de barrage. Donc 96% attendent pour initier le bilan pré-greffe l'obtention de l'AME, c'est-à-dire en gros 3 mois. Voilà. Il y a un certain nombre de centres qui commencent le bilan pré-greffe avant, et puis il y a des centres qui ajoutent à cette contrainte l'obtention du titre de séjour. Donc des bilans pré-greffe qui débutent donc, globalement assez vite quand même en France, et la majorité des centres de transplantation jouent vraiment le jeu, il n'y a aucun barrage à l'accessibilité. Quand inscrivez-vous ensuite vos patients, une fois que le bilan est fait et que le patient peut prétendre à l'inscription sur liste? Là, le barrage qui est le plus important, c'est le titre de séjour. La moitié des centres mettent en avant la compréhension du français. C'est-à-dire que beaucoup de centres disent qu'ils n'inscrivent pas tant que le patient n'est pas capable d'avoir un minimum de vocabulaire et un minimum de compréhension. Je crois que c'est très important, et c'est pas un hasard que les centres décident ça. C'est clair que on sait très bien que dans l'avenir du greffon, c'est-à-dire la réussite de la transplantation dépend de la capacité du patient à comprendre le traitement, et donc ça paraît assez compliqué de greffer un patient qui ne comprend pas le français.
Le problème du logement stable, on en a parlé tout à l'heure en dialyse, mais c'est pareil pour nous, si en greffe, si le patient n'a pas de logement, pas d'endroit pour se nourrir, un régime, la prise de médicaments, etc., greffer un patient qui n'a pas de logement stable ou qui passe de foyer en foyer, d'hôtel en hôtel, est aussi probablement à risque, et un certain nombre de centres décident d'attendre la stabilité du logement. Et puis, de façon assez curieuse, il y a un certain nombre de centres qui se sont auto-limités en mettant un délai, voilà, 2 ans, 3 ans d'arrivée en France avant de les inscrire. Ce sont des minorités. Alors, juste pour terminer, quelques images de flux avec toutes les imperfections d'une enquête comme ça qui n'a pas été contrôlée, mais simplement pour vous montrer, là vous avez le nombre de patients qui arrivent avec un projet de greffe sur 5 ans. Et c'est simplement pour vous montrer ces espèces de hotspots, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des centres qui sont totalement protégés en France. Et pour une raison que je ne peux pas expliquer, il y a des centres qui explosent. Hein. Donc il y a probablement un phénomène, si ce n'est pas de passeur, du moins de bouche à oreille, mais il y a visiblement des centres qui sont confrontés à un afflux massif de patients. Donc vous voyez en tout 20 centres nous ont répondu, ce qui fait à peu près 500 patients. Alors comme je n'ai pas l'intégralité des centres de transplantation, c'est peut-être intéressant de voir simplement, c'est à peu près 25 patients par centre en moyenne. Je vous ai dit qu'il y a 32 centres en France. Comme ils ont été inscrits sur liste, ça reflète à peu près la même chose. Finalement, plus vous avez de patients qui arrivent en insuffisance rénale terminale, plus vous avez de patients que vous allez inscrire sur liste, et ce sont à peu près les mêmes qui explosent, avec, vous voyez, quand même des centres qui ont près de 100 patients qu'ils ont inscrits sur 5 ans. Alors, 18 centres ont répondu, ça fait à peu près 400 malades, à peu près une moyenne de 20 patients par centre sur 5 ans. Et finalement, combien de patients ont été greffés? Parce que ça, c'est important. Alors, on a un petit peu de moins de recul, parce que vous savez qu'il faut un délai d'attente. Hein, donc, forcément, il y a un décalage entre les chiffres. Et vous voyez qu'il y a quand même des centres qui ont eu des activités importantes à partir de patients migrants. Hein, et on a ici 223 patients en 5 ans sur l'intégralité des centres qui ont répondu, ce qui fait une moyenne de 11 par centre. Alors moi, ces chiffres-là ne veulent pas dire grand-chose, j'ai recalculé en fonction de l'activité de transplantation des centres, et donc en moyenne, ça représente de 1 à 4%, donc on voit que ça reste quand même relativement modeste, de l'activité de transplantation des centres, à mettre en rapport avec les chiffres que je vous ai présentés tout au début. Donc en fait, le bilan, c'est qu'il y a la question des migrants médicaux pour greffe d'organes, c'est une réalité. On va faire une enquête identique donc pour le foie et le cœur au sein de notre société. La prise en charge des patients est difficile, elle perturbe l'activité des centres et de dialyse et de greffe. La prise en charge sociale des migrants est très insuffisante, et en particulier dans notre spécialité. La décision de prise en charge à chaque étape, finalement, est laissée à l'appréciation du médecin qui, je reprends les mots que a dit Émilie tout à l'heure, donc qui est tout seul, en général, hein, pour prendre sa décision, comment dialyser, quand faire le bilan pré-greffe, quand inscrire les patients sur liste. On a une petite impression de solitude quand même de temps en temps. Le flux des migrants s'est accentué, oui, mais finalement, nous, on avait fait une enquête en 2014, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, et il y avait eu une grande augmentation en début des années, de 2010 à 2015 à peu près, mais là, pour le moment, à part certains centres, ça reste apparemment relativement stable. Il y a une disparité des flux sur le territoire, certaines villes sont très affectées, et probablement elles ont besoin d'aide, donc je pense qu'il faut faire attention à ces villes-là. C'est pas à elles seules d'éponger tous les flux. L'accessibilité à la liste d'attente des patients est difficile à évaluer. Beaucoup ne se peuvent pas être inscrits pour des raisons médicales. C'est aussi ce point important, c'est que les gens viennent pour se faire greffer, mais finalement le bilan médical ne permet pas qu'on les greffe. Et donc ils restent en dialyse en France. Au total, le nombre de patients inscrits et greffés semble conséquent, mais assez difficile à évaluer. On manque de chiffres. C'est clair qu'il faudrait qu'on ait des chiffres officiels qui permettent de mesurer l'étendue du phénomène. Alors, la majorité des centres semblent avoir fait face au phénomène et apporter des soins adaptés, même s'il existe des régions en difficulté. Et finalement, les demandes des professionnels, c'est quoi? C'est qu'on ait des outils permettant de connaître la réalité quantitative du phénomène, des outils aussi permettant la comparaison avec ce qui se passe ailleurs en Europe. On ne sait pas très bien ce qu'on fait, nous les médecins français, par rapport aux autres.
Un certain nombre de médecins voudraient des recommandations nationales sur la prise en charge de ces patients. Ça peut être aussi probablement des conférences de consensus ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être fait par les autorités. Mais pour qu'on ait des critères un petit peu universels d'inscription sur liste, etc. Il faut qu'on améliore la prise en charge sociale des patients. Il y a la nécessité d'une explication politique à la société sur la stratégie mise en place. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un ait expliqué, je pense, aux autres patients et légitimer l'utilisation des greffons de la communauté pour des extra-communautaires. C'est un problème qui est important, que tout le monde néglige, on ne veut pas en parler. Mais tant que ça passe comme ça, ça va. Mais je pense qu'il peut y avoir un certain nombre d'associations de malades ou autres qui puissent un jour porter ce débat. Et puis, je pense qu'il y a une nécessité importante de coopération internationale pour que nous, les médecins transplanteurs, par exemple, on aille aider à développer l'activité de greffe à donneurs vivants, puisque c'est la moins compliquée à faire, dans les pays concernés, par exemple Géorgie, etc. Il y a une nécessité fortement de les aider à structurer pour qu'on puisse diminuer ce flux de migrants. Voilà, je vous remercie. Alors, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que effectivement, ça a mis en perspective pas mal de questionnements qu'on va prendre aussi tout au long de l'après-midi. Donc, on va peut-être se donner un petit temps d'échange. Claire, qu'est-ce que tu en penses autour de ces questions? Alors, effectivement, moi, j'ai relevé plusieurs points qu'on va peut-être préciser. L'isolement du soignant, d'après ce que vous disiez tous les deux, je pense que ça, c'est une notion importante qui nous fait embrayer un petit peu sur les questions de souffrance au travail qu'on évoquait pour certains soignants tout à l'heure. J'ai aussi relevé des questions finalement très politiques dans le domaine de la coopération internationale. Alors on va peut-être rappeler qu'on parlait de France Fanon tout à l'heure. La France avait développé beaucoup la coopération internationale, mais plutôt pour véhiculer en fait la culture française fut un temps. Mais donc je pense que peut-être on est aussi à l'aube de développer des coopérations sanitaires un peu plus conséquentes sur ces domaines-là, et vous avez tout à fait raison de souligner. Il y a aussi des questionnements, je pense, on l'a évoqué en filigrane sans que ça soit vraiment dit, de non-assistance ou assistance à personne en danger, qui nous sont très chers à nous les soignants, mais aussi aux assistants sociaux, à toutes les personnes qui ont embrassé ces professions. Donc, je laisse la parole à la salle. Bonjour Julien, je suis interne en néphrologie. Merci professeur Lecomte pour votre présentation, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Moi j'ai une question, c'est vrai que vous parlez du fait de greffer, mais ça nécessite de prélever un organe. Et justement, ces patients qu'on considère comme extra-communautaires, si jamais un jour ils sont régularisés, est-ce qu'ils vont faire partie du pool sur lequel on va prélever des organes, ou est-ce qu'ils sont exclus voilà, je veux dire, est-ce que ce pool d'organes, finalement, il n'est pas aussi... ces personnes migrantes, est-ce qu'elles ne vont pas au bout d'un moment aussi participer à ce pool-là? Est-ce que, voilà, est-ce que cette question, on peut la prendre en compte? Oui, alors le patient, lui, il ne va pas donner un rein, parce que... non, mais il y a éventuellement sa famille, bien sûr, et puis... Oui, bien sûr. On imagine, on espère que la communauté autour serait, bien sûr, très d'accord pour donner si malheureusement il y avait un problème, ça c'est sûr. Mais finalement... Oui, alors... Non, par contre, la question qui se pose, peut-être de façon un peu plus précise, c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas plus développer la greffe à donneur vivant chez ces migrants? C'est-à-dire qu'en fait, certes, ils arrivent en France, mais qu'on puisse mettre en place un programme de greffe à donneur vivant chez ces patients. Le problème, c'est que ce sont souvent, on a vu, des adultes isolés, jeunes, ils arrivent, ils n'ont pas de famille, ils sont tout seuls. Faire venir un membre de leur famille, quand on sait les contraintes en plus de la greffe à donneur vivant, avec des problèmes de compatibilité, etc., c'est très compliqué, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais ça, c'est un vrai problème, parce qu'on pourrait vraiment imaginer, là j'allais dire, de pouvoir aider ces patients-là sans finalement avoir beaucoup de répercussions sur le pool des organes, puisqu'ils viendraient avec leur propre organe. C'est ce qu'on fait de temps en temps, mais malheureusement c'est assez rare. C'est rare. Bonjour, alors je suis Élise Lefebvre, experte en conduite du changement et diplômée en démocratie en santé. Moi, je vous entends avec beaucoup d'attention et je me pose quand même une question, c'est j'entends qu'il y a un greffon pour 5 personnes en termes de greffe de rein.
est-ce que c'est, je ne sais pas si le terme est bon, mais est-ce que c'est quand même raisonnable, même si d'un point de vue médical, vous expliquez parfaitement bien que c'est mieux de les greffer que pas le faire, est-ce que c'est quand même raisonnable pour eux de leur faire espérer une greffe et en même temps de n'avoir finalement aucune visibilité sur notre capacité à les intégrer dans un programme de greffe, ou alors c'est que j'ai pas bien compris, mais enfin, je trouve que ça pourrait sembler paradoxal. La question du devenir de ce patient est très importante. Oui. En fait, j'ai pas de photographie à l'échelon national parce que c'est très compliqué. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à l'échelon, par exemple, de mon centre, et puis j'ai discuté avec pas mal de mes collègues, finalement, ces patients-là, qui sont des patients jeunes, qui viennent du Kosovo, voilà, d'Arménie, etc., qu'on greffe, ça se passe bien. C'est-à-dire que non seulement ils sont greffés, non seulement ils prennent bien leurs médicaments, non seulement ils font attention à leur santé, mais ils s'intègrent, ils apprennent le français, ils trouvent un travail et ils s'installent. Donc beaucoup des patients qu'on a greffés, voilà, ils sont insérés, ils ont trouvé un travail, etc. Donc on n'a probablement pas cet exemple à 100%. Hein. Il y a des échecs, il y a des gens qui sont greffés, qui n'ont pas bien compris peut-être, ou qui font semblant de ne pas comprendre. Une fois qu'ils sont greffés, ils veulent repartir dans leur pays, et puis ils n'auront pas accès aux médicaments anti-rejet, ils perdront leur greffon. Et ça, c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est une catastrophe pour le patient, et puis c'est aussi une catastrophe parce qu'on a perdu un greffon, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que l'accompagnement social est majeur. Parce que ça ne suffit pas de greffer. Il faut que le patient il ait un logement, de quoi manger, qu'on lui apprenne le français, et puis qu'il trouve un travail ou qu'il fasse des études s'ils sont jeunes. On a des gens qui arrivent, ils ont 20 ans. Ma question, c'était justement entre le moment où ils arrivent et le moment où on est en mesure de les greffer. Moi, je pense que juste une limite, justement, pour souligner, c'est que ces gens, ils savent le prix de la greffe. Ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont senti. Ils savent le coût de la dialyse, et donc c'est des patients qui sont très observants en général, parce que juste, ils prennent bien leur traitement, ils savent qu'ils sont venus là pour leurs soins, et donc ils feront tout pour être greffés. Donc il y a une observance qui est beaucoup, enfin, dans mon expérience, meilleure chez ces patients-là que certains de nos autres patients. Et en général, alors, il y a un peu les patients du pays de l'Est ou du pays d'Arménie, en général, ceux qui viennent, c'est ceux qui savent qu'ils vont être greffés. Par rapport à certains pays d'Afrique où eux, il y a des maladies sous-jacentes qui sont parfois plus compliquées, mais en général, toutes les transplantations, enfin moi dans mon expérience, se passent bien. Oui, alors juste pour terminer, dites est-ce que c'est raisonnable, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? C'est-à-dire que le patient il est là, il est en dialyse 3 fois par semaine. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est tout seul. De toute façon, il faut qu'on décide. Et un beau jour, eh ben, on l'inscrit sur la liste, bien sûr. Enfin, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Mais je crois qu'encore une fois, moi, mon impression, vous disiez qu'on était 2 des 3 à se sentir seuls. Vous pouvez dire 3. Hein. Non, mais on est. Ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve, ce qui est très marquant, c'est que finalement, on finit par soigner parce qu'on sait faire. On voit bien qu'on fait bien tous. Et que finalement, il y a la même chance pour tout le monde. Mais ce que je trouve, ce qui est extrêmement pour nous difficile, c'est que finalement, soit on crée des gens qui vont mourir en France, loin de chez eux, non accompagnés, et loin de leur famille, dans une détresse terrible dans la rue, soit on crée un isolement social terrible. Moi, je vois pour les greffes, souvent ça se passe quand même avec de la GVH et des morbidités, c'est pas forcément facile. Et de vivre ça, déjà, quand on est entouré, qu'on a la sécurité sociale, qu'on a sa famille, je peux vous dire c'est compliqué, et on se voit et on se dit tout le temps au cours du parcours, c'est terrible, parce que non seulement on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix, mais en plus de ça, on crée finalement, c'est un peu choquant, mais c'est vrai, des personnes qui socialement sont dans une détresse extrême, même des rites. Donc c'est là où on reprend un peu de la validité de faire tout ça, de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, où on va, est-ce que la qualité de vie est plus importante que... Bref, donc moi je trouve que ce qui est terrible, c'est pour moi je suis déconcerté du début à la fin, quelle que soit cette fin, et cette continuité. Bonjour, moi je suis psychologue chez Médecins sans frontières, et je voudrais découvrir ce que vous faites cet après-midi. J'entends qu'il y a des spécificités sur les patients qui viennent d'ailleurs, et donc sur la dimension sociale, toutes les difficultés que vous relevez, bien entendu. Après, je ne comprends plus très bien quand on parle de saturation des centres par les patients migrants. Je ne comprends plus très bien quand on dit que les barrières à l'inscription sur les listes des greffes, c'est l'obtention d'un titre de séjour
la compréhension du français. Alors qu'on a eu un exposé ce matin sur l'interprétariat et sur le fait de remplir correctement une mission de soignant, c'est justement que les gens puissent comprendre ce qu'on leur dit. Et donc c'est aussi à nous de faire cet effort. Je ne comprends pas non plus, vous avez abordé la question du délai d'arriver en France pour savoir si on peut s'inscrire sur des listes. Et là je me dis effectivement, c'est sûr que tous ces passages qui mobilisent beaucoup, il y a de tels enjeux politiques que forcément ça touche notre éthique. Mais là je ne comprends plus quand on en parle de cette manière. Et pour moi, on sort de la question du soin. Donc je trouve qu'effectivement sur les deux premiers exposés, il y avait quelque chose qui était très clair, c'est qu'il y avait une nécessité de soins et qu'il y avait des soins. Ensuite, effectivement, la dimension sociale complique les choses. On pourrait parler d'ailleurs des gens qui sont dans des classes sociales difficiles aussi, hein, et des questions se rejoindraient. Mais après, quand on commence à caractériser la saturation du système de soins par les gens, alors là c'est vrai que je me demande ce qu'on veut dire, je ne comprends plus très bien. Ouais, c'est pas histoire de comprendre, c'est juste la vraie vie. C'est juste la vraie vie, c'est-à-dire que il faut voir dans quel contexte ces choses se passent. D'abord, pourquoi est-ce que ça sature les centres? C'est simple. C'est parce que pendant les 3 premiers mois, ils ne peuvent être dialysés que dans les centres des hôpitaux publics. D'accord? Donc voilà, donc, et la dialyse dans ce type de centre que nous on gère, c'est une petite partie de la dialyse en France, mais ils ne peuvent pas aller dans les centres privés, ils ne peuvent pas aller dans les centres associatifs. Donc d'un seul coup, ben, vous avez un flux qui arrive dans votre centre de dialyse, c'est juste la vérité. Donc c'est pas péjoratif, c'est pas un jugement, c'est la vérité. Ça sature les centres et ça crée des problèmes organisationnels majeurs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête, donc c'est la majorité des médecins qui l'ont dit. Voilà. Sur les décisions de critères pour pouvoir accéder à la liste d'attente, vous avez dans le même temps en France des patients, ça fait 7 ans qu'ils attendent un greffon. Donc, et nous, on passe notre temps donc à gérer ces temps d'attente, etc., etc. Donc des patients supplémentaires, c'est pas évident. Donc on a, vous voyez, des critères. Moi, ça m'a étonné que ces critères soient si souples en fait, parce que finalement, la majorité des centres de transplantation jouent le jeu. La majorité inscrivent les patients, la majorité s'inscrivent très vite, puisqu'ils commencent les bilans très greffes dès que c'est possible, en fait, après, dès 3 mois, dès lors qu'ils ont une couverture sociale. Donc finalement, il n'y a pratiquement aucune limite. Donc je pense qu'au contraire, j'ai été étonné, et je pense que c'est tout à l'honneur des centres de transplantation. Certains ont mis la barrière de la langue. J'ai expliqué pourquoi la barrière de la langue. Ce n'est pas un problème de sélection des patients, c'est un problème d'efficacité. Je ne suis pas bien sûr qu'on va régler le problème avec un interprète, on ne l'aura pas 24 heures sur 24, pour surveiller la prise des médicaments, pour la compréhension, etc. etc. Donc c'est clair que la barrière de la langue, c'est un point important, et on a eu des échecs retentissants quand ce point-là n'était pas passé. Donc voilà, moi je n'ai pas de jugement, hein. Simplement ce que je représente, c'est la vraie vie, telle qu'elle a été apportée par l'enquête, et je trouve que j'ai même été surpris parce que je trouve que vraiment la majorité des centres jouent le jeu. La difficulté par rapport à la langue, c'est qu'en fait la maladie rénale chronique se traite beaucoup par la biologie, c'est-à-dire par les chiffres, peu par les symptômes. Donc parfois le patient il n'a pas de symptômes et c'est nous qui lui téléphonons, lui disons attention, là la créatinine monte, qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent on fait ça à 19h, de 19h à 21h, en appelant les patients quand on reçoit les bios, et l'interprète de 19h à 21h, c'est compliqué. Donc s'il y a de la famille qui parle autour, bien, mais c'est pour ça que c'est la particularité de la maladie rénale chronique, c'est que la surveillance de la transplantation se fait beaucoup sur la biologie. Donc il faut que le patient il sache quand même lire, ce qui est quand il n'est pas dans la langue de français, quand ça ne s'écrit pas pareil, ben c'est quand même compliqué, et qu'il faut qu'au téléphone on puisse lui dire monter l'immunosuppresseur ou baisser l'immunosuppresseur. Il y a beaucoup de prise en charge qui se fait comme ça. Bonjour, donc je suis Nathalie Monnier, assistante sociale sur la cellule PASS au CHU de Rennes. Moi je voulais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit. J'ai bien entendu là dans les 2 interventions le fait que vous mettez en lumière tout l'engagement médical qui est mis et l'écart qu'il y a entre cet engagement médical a priori et l'engagement social qui n'est pas. Donc effectivement, ça j'entends bien que c'est compliqué de prendre en charge des personnes en situation de précarité au sens large, parce qu'on a l'impression de mettre sûrement beaucoup de moyens sur le plan médical et au final, les pouvoirs publics ne mettent pas forcément les moyens
ça le problème. Donc moi, ma question, elle est un petit peu plus large, parce que je me demande si la réflexion, vous l'avez aussi pour les publics précaires autochtones, pour le coup, qui peuvent tout autant être sans domicile fixe, sans accès aux ressources. Et est-ce que vous allez adapter un traitement de dialyse ou réfléchir sur celui-là, on ne va pas le transplanter, du fait effectivement qu'il est précaire plus que du fait qu'il soit pour le coup grand ou d'ailleurs? Bien sûr. Par rapport, je vous ai parlé de la difficulté de la dialyse péritonéale quand il n'y a pas un logement adapté et quand il n'y a pas la capacité d'accueillir le matériel pour, c'est exactement pareil. Et la question de la transplantation, en tout cas nous, se pose exactement la même chose. C'est-à-dire que si le patient a des pathologies psychiatriques et sociales, c'est-à-dire qu'il est une fois là, une fois ailleurs, etc., ça rend la transplantation. Donc cette question de fragilité, elle recouvre qu'on soit migrant ou pas migrant. Juste un point, encore une fois, sur le plan social, on a toutes les aides et nos assistantes sociales travaillent d'arrache-pied. C'est pas du tout une critique du système, c'est pas du tout ça. C'est que quand on est greffé ou quand on est traitement chimiothérapie, il faut des situations de logement très particulières. Et même quelqu'un, je dirais, tout à fait inséré avec un logement va devoir aussi aménager sa maison, sa propre maison à cause des déficits immunitaires, des risques infectieux. Et ce qu'il y a, c'est que là, on se retrouve confronté à quelqu'un qui n'a pas de famille, pas de logement et qui a une maladie extrêmement grave. Et donc de faire tout ça en urgence quand on n'y arrive même pas pour des gens qui sont insérés et qui ont une prise en charge, même dans le soin quand on n'a pas la maison qu'il faut ou autre, c'est dans ce sens-là. C'est certainement pas dans le sens de l'investissement de ceux qui nous entourent et des aides. Moi, le fait de me ressentir seul, c'est surtout par rapport à la gestion de l'information du circuit patient, la décision de traiter, pas traiter, de l'accompagnement, de voir qu'il est tout seul, mais bien sûr qu'on est aidé. Je pense qu'on est tous seuls dans la façon qu'on a, nous, en équipe, d'aborder le patient. C'est pas une histoire de se sentir pas aidé, pas du tout. Les gens le personnel soignant est extraordinaire. D'ailleurs, la preuve, les résultats sont les mêmes. Mais c'est juste que ça complique encore la donne. Parce qu'on veut des situations d'hébergement qui soient d'une très haute technicité pour des personnes qui arrivent sans rien. C'est dans ce sens-là. C'est pas tant le fait que ce soit des personnes étrangères. Non, c'est la prise en charge. Alors bien sûr que ça rajoute, mais c'est la prise en charge en urgence, une situation extrême, dans une propreté ultime, avec en plus de ça des personnes qui n'ont ni famille, ni appartement, ni rien. C'est ce que ça rajoute.